jusqu'au jour où bon, le métier d'acteur marchait plus pour moi. Et j'ai fait la plage, où j'ai été sur le devant de la scène tout d'un coup pour un truc où j'avais pas fait grand-chose à part être en maillot de bain pendant 4 mois sur une plage. Et puis j'ai fait un film qui s'appelle Vidoc, dans lequel j'étais vraiment très 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 mauvais. Et j'ai pas... Ah bah non. C'est un grand plaisir aussi de présenter la nouvelle organisation de notre forum. Les habitués de Locarno savent qu'il y avait une autre organisation. Maintenant, on l'a rendue plus confortable, avec plus de couleurs. Et c'est l'opportunité ce matin de rencontrer Mélanie Laurent et Guillaume Canet, nos lauréats du prix Excellence Award Davide Campari. Et j'ai aussi le grand plaisir d'accueillir Thierry Méranger des Cahiers du cinéma qui va mener la conversation avec Mélanie et Guillaume. Donc, je invite à me rejoindre sur scène Mélanie Laurent, Guillaume Canet et Thierry Méranger. Bonjour à toutes et à tous, et effectivement, bonjour à Mélanie et à Guillaume. C'est un très très grand honneur pour le festival, et puis pour moi aussi, à titre personnel, de vous accueillir ici, de vous poser quelques questions, et puis bien pour vous aussi, cher public, vous aurez l'occasion de poser quelques questions suite à notre échange. Voilà. Alors on va commencer tout de suite avec Locarno. Parlons de Locarno, de cette actualité qui commence à être brûlante. Déjà, votre rapport à Locarno. Je sais que, Guillaume, vous connaissiez le festival. Mélanie, c'est une première pour vous. Est-ce que finalement cette occasion de venir à Locarno, comment vous la vivez, qu'est-ce que pour vous représente aussi ce prix, cet award qui vous est décerné? Vous êtes en très très bonne compagnie, vous le savez, c'est pas pour vous faire rougir, mais de Suzanne Sarandon à Gaël Garcia Bernal, Charlotte Rampling, John Malkovich, enfin voilà, les grandes vedettes du cinéma international sont ici, et vous êtes ici en tant aussi que représentant du cinéma international, mais du cinéma français. Donc est-ce que, alors je ne vais pas vous demander si vous êtes investi d'une mission, mais c'est quand même quelque chose dont vous êtes forcément un petit peu conscient. Mélanie, vous voulez commencer ? Comment répondre à cette question ? Non, mais je crois qu'il y a une... Enfin, moi, je sais que j'aime beaucoup aborder ce métier avec aussi un petit peu d'innocence et de ne pas me rendre compte à chaque fois de tout ce que représentent les choses. Sinon, on est ou trop impressionné, ou sinon on se pose trop de questions. Donc, je suis hyper heureuse d'être ici parce que je sais que Locarno est un grand festival de films d'auteurs et de cinéphiles et que ça me faisait plaisir d'être là parce que ça faisait longtemps que j'avais pas été dans un film d'auteur de pur cinéma et qu'être pris dans ce festival, c'était un vrai plaisir. Un prix, c'est toujours très impressionnant et intimidant, mais j'essaie de pas trop y penser. Et voilà, et tant mieux si Locarno accueille des grands acteurs. Et après, sur l'histoire de l'international, c'était une grande question, il y avait beaucoup de thèmes quand même. On va y revenir. Ah, d'accord, bon, ouais. Alors moi, non, je connaissais le festival de Locarno par de nom et de réputation, mais je n'avais jamais mis les pieds à Locarno. Et j'étais très heureux hier de découvrir la Piazza Grande. C'est vrai, quand on monte sur scène et qu'on voit cette place immense avec autant de gens présents, et j'ai été assez stupéfait même par le silence pendant la projection et le respect de tous. Même de la ville autour. C'était assez hallucinant de pouvoir voir le film comme ça en extérieur dans une attention aussi grande. Donc j'ai été assez étonné et voilà. Et puis j'ai été très touché évidemment de recevoir ce prix qui, quand on voit des images de certains films, on a l'impression que ça sent le sapin un peu, quoi, que c'est la fin d'une carrière. Mais on nous a vus jeunes. Ouais. Mais j'espère que je reviendrai pour un autre prix d'excellence où je serai encore un peu plus vieux
et où j'aurais fait d'autres choses. Non, voilà, j'étais très, très heureux de recevoir ce prix, très honoré. Et c'est vrai que c'est toujours très agréable, en fait. Les deux seules fois où j'ai eu des prix, en fait, en tant qu'acteur, c'est en Italie, en fait. J'ai eu le prix d'interprétation à Rome. Alors, nous ne sommes pas en Italie, mais il y a quand même un rapport à l'Italie assez important. Donc voilà, je sais pas, je me dis peut-être que je devrais faire carrière en Italie. En tant qu'acteur, je parle. Alors, on va revenir tout de suite sur votre compagnonnage de cinéma, parce que je trouve qu'il y a, moi, ce que je sais de vous, mais je me trompe peut-être, ce qu'il y a avec le dernier film, 3 films dans lesquels vous avez joué ensemble. Et le tout premier film, c'est un court-métrage de Sean Ellis, c'est en 2006. C'est un tout petit film, hein, ça doit durer 5-10 minutes, qui s'appelle Voyage d'affaires. Qui est un petit peu un film un peu blague, hein, avec une fin coup de théâtre un petit peu. Et puis il y a Mon garçon, beaucoup plus récemment, en 2017, de Christian Carion. Et puis ce film international, pour le coup, Le Déluge. 3 étapes de votre carrière de cinéaste et 3 types de films extrêmement différents. Et j'ai l'impression que c'est pas seulement une chronologie, mais que vous êtes, vous, tout au long de votre carrière, toujours capable de tourner dans un court-métrage, de faire une production française, de passer à l'international. Et je crois que vous faites partie des acteurs, on parlera de votre carrière de réalisateur après, mais qui ont cette versatilité-là. Est-ce que c'est quelque chose dans une carrière qui arrive comme ça, peut-être un peu par hasard, ou est-ce que c'est un choix que vous faites dès le départ ? Alors moi, moi en tant que spectateur, j'aime beaucoup la diversité, j'aime beaucoup voir des films très différents, voir des genres de films très différents, et je prends beaucoup de plaisir à voir une comédie toute simple, comme un film d'auteur ou un film d'horreur. Enfin voilà, j'aime les genres différents au cinéma. Et c'est vrai qu'en tant qu'acteur, je me suis jamais mis de limite à une certaine famille ou à un certain genre, parce que j'ai toujours l'impression d'apprendre des choses. Et moi, j'ai un côté un peu... comment ? Ah bon. J'ai un côté très... comment dire volume. Enfin, j'aime faire beaucoup de choses, quoi. J'aime travailler. Je suis un acharné de boulot. Et j'aime expérimenter des choses différentes, rencontrer des gens... d'univers différents, et à chaque fois j'aime apprendre des choses, sinon j'ai l'impression un peu de m'emmerder, de refaire les mêmes choses. Donc du coup j'ai la même envie en tant qu'acteur, voilà, d'aller à la rencontre d'univers différents, et j'ai l'impression d'apprendre beaucoup, en fait, à chaque fois. Mélanie ? Oui, je suis un peu pareil. Je rajouterais juste que je crois qu'à un moment donné dans une carrière, et c'est là où je pense que c'est un choix, il y a un moment où on veut faire un certain cinéma comme si c'était mieux qu'un autre, et puis il y a un tout petit moment où on peut être un peu snob. Et ça, je sais que c'est un vrai truc dans ce métier, de se dire oui, mais ça c'est trop populaire, non mais ça je vais pas faire ça parce que ce réal il a pas fait. Et je crois que ce moment-là, en fait, dans une carrière, de se dire ça, non, parce que, et c'est souvent des mauvaises raisons d'image et qu'on ne sait jamais comment va être le film, je pense que ça nous emmène ailleurs. Et que si on reste très ouvert à toutes les propositions, et d'abord on rencontre des gens super, et qu'une vie entière sur une carrière à rencontrer des gens merveilleux, c'est quand même un peu important et intéressant, parce que ça nous nourrit humainement. Et que je pense qu'à un moment donné, si on se dit je ne veux faire que ce genre de film, on se coupe de plein d'êtres humains, et de plein d'expériences, de plein de voyages et de plein d'histoires. Et ce qui est très beau quand on a une carrière et un peu pointue et très populaire, c'est qu'on a un rapport avec le public aussi qui est merveilleuse, parce qu'on ne nous donne pas une grande tape dans le dos, mais en même temps, il y a du respect, et en même temps, il y a des films que certains enfants ont vus, et c'est merveilleux, en fait, de se laisser aucune limite et de pouvoir venir offrir des choses à plein de gens et pas qu'un certain public. Donc je pense que c'est terrible d'être snob dans ce métier.
Après, ça ouvre aussi à des critiques. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des gens qui vont vous aimer dans un certain genre de film et pas dans d'autres. Donc ça, en général, ils se cachent pas Faut pas les lire. pour vous le dire. Et voilà. Il faut croire à ses convictions et surtout, il faut rester sur ses envies, en fait, de se dire que, voilà. À la base, il faut que ça nous plaise aussi à nous, en fait. Alors, vous parlez à juste titre de conviction et d'envie. Il y a un autre point commun qui est très, très évident. Il faut qu'on en parle entre vous. Outre votre succès en tant qu'acteur, les prix reçus dans ce contexte-là, vous êtes tous deux de plein droit cinéastes. Vous avez une très belle filmographie tous les deux. Vous avez d'ailleurs, tous les deux, vous avez reçu des Césars. Donc c'est quand même quelque chose pour nous Français qui est extrêmement important. C'est pas seulement comme ça une gratification, c'est aussi une récompense, le fruit d'un travail, d'une reconnaissance des professionnels. Moi, je voudrais savoir si vous analysez votre parcours de cinéaste de la même façon, à savoir cette idée de ne pas finalement que faire un film, c'est pas seulement être devant la caméra, mais aussi derrière, et peut-être d'une certaine façon d'être beaucoup plus décideur qu'acteur à un moment donné. Moi, en fait, le problème était différent. Enfin, c'était pas un problème, mais j'ai voulu au départ être metteur en scène. Je voulais pas du tout être acteur, en fait. Je faisais des films en Super 8 chez moi quand j'avais 15-16 ans, dans ma chambre avec la colleuse, où je coupais la pellicule et où je faisais des films comme ça en Super 8 et en vidéo. Et j'adorais ça et je voulais être metteur en scène. Et puis je suis parti de chez moi à l'âge de 17 ans, je suis parti à Paris et j'ai voulu... j'ai fait des petits boulots, mais je me suis dit, pour que je puisse diriger des comédiens, il faut que je connaisse le métier de comédien. Donc je suis parti dans un cours de théâtre pour voir comment ça se passait. Et je me suis retrouvé sur le plateau un jour à faire une improvisation. On devait raconter une scène de sa vie. Et moi, j'ai inventé quelque chose de terrible. Et pendant une semaine, les gens sont venus me taper sur l'épaule en me disant « Ça va ?» et tout le monde était extrêmement touché. La prof de théâtre, à la fin de mon récit, « Merci Guillaume ». Et je me suis dit, merde, ils m'ont cru. Et j'avais pas compris qu'il fallait raconter un truc vrai. Et du coup, j'ai raconté une histoire terrible d'accident de voiture où j'ai perdu la femme que j'aimais. Enfin bon, bref. Et du coup, je me suis dit, mais c'est génial. C'est génial de pouvoir d'inventer tout ce qu'on veut, en fait, comme ça, et que tout le monde nous croit. Et donc, voilà, j'ai commencé à travailler en tant qu'acteur avant de vouloir être metteur en scène. Et c'est à la fin des films que je négociais, en fait, avec le dire de prod, avec les techniciens. Je leur demandais à chaque fois s'ils voulaient pas faire pendant 2 jours un court-métrage. Et j'ai fait tous mes courts-métrages comme ça à la fin des films, notamment les films de Pierre Jolivet. Par exemple, je récupérais toutes les chutes de pellicule. Je récupérais la caméra pendant 2 jours. Je demandais au producteur de me payer moins, mais de récupérer la caméra. Et j'ai fait mes premiers films en tant que metteur en scène comme ça, jusqu'au jour où le métier d'acteur marchait plus pour moi. Et j'ai fait la plage, où j'ai été sur le devant de la scène tout d'un coup pour un truc où j'avais pas fait grand chose à part être en maillot de bain pendant 4 mois sur une plage. Et puis j'ai fait un film qui s'appelle Vidoc, dans lequel j'étais vraiment très 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 mauvais. Et j'ai pas... Ah bah non. Et donc du coup j'ai pas reçu un scénario pendant 1 an et demi. Et là je me suis dit ok, bon, la parenthèse est terminée, maintenant il faut que je fasse mes films. Et j'ai fait mon premier film, Mon idole, qui parle du succès, de ce dans quoi je m'étais perdu, en fait. Très autobiographique. Et voilà. Enfin non, pas très autobiographique quand même, quand vous voyez le film, Mon idole, j'en suis pas là non plus, quoi. Mais bon, voilà. Donc en fait, ça a été... Je suis devenu acteur par accident, en fait. Maintenant, j'aime beaucoup ça, je pourrais pas m'en passer. Mais c'est vrai que la possibilité d'écrire des histoires, parce que j'aime beaucoup écrire, de raconter une histoire, d'avoir une équipe avec soi et d'être le fédérateur, en fait, de cette aventure, je pense, m'excite plus que d'être acteur et de... C'est-à-dire que j'adore être acteur, mais en étant metteur en scène. Je pense qu'être acteur seul et de dépendre de l'envie des gens
et d'avoir forcément, j'imagine, des frustrations, parce que c'est très dur, c'est un métier qui est très très dur, de dépendre de l'envie des autres et d'avoir envie de rôles. Nous, on a la chance de pouvoir s'écrire des rôles, de pouvoir en écrire pour les autres, et je pense que c'est une liberté et une chance inouïe, en fait. Et pour vous, Mélanie, cette Tout pareil. entrée en réalisation? C'est la même histoire. Non, mais cela dit, pas si loin. Moi aussi, je voulais être metteur en scène avant. Et donc, j'ai fait un bac cinéma avec une option cinéma qui était une vraie option cinéma. Enfin, on faisait des courts-métrages, on écrivait des scénarios, on faisait des moodboards, on faisait des... Donc, j'ai fait 3 ans de courts-métrages. Waouh! C'était tellement pas bien. Mais bon, voilà. Et puis après le lycée, j'ai continué à faire plein de courts-métrages très mauvais. Mais j'ai appris tellement. En fait, plus on fait du mauvais, plus on se pose des bonnes questions. Et après, j'ai été actrice, mais un petit peu par hasard, parce que j'étais par hasard sur un tournage par hasard où j'aurais pas dû être, et par hasard, Depardieu m'a dit, est-ce que par hasard tu voudrais pas faire du cinéma? Il y avait Astérix d'ailleurs oui, au début de votre vocation. Bah, c'était sur ce tournage-là. J'accompagnais une copine sur ce tournage qui avait son père chef machinot. Donc c'était très, très par hasard cette histoire d'actrice. Et après, j'ai tourné avec des gens extraordinaires. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai rencontré une femme qui est là, qui est venue me choper à 18 ans et qui m'a dit « Bon, je vais m'occuper de toi, on va faire des trucs. » Donc elle est très responsable de la carrière d'actrice. Tu peux dire son nom, c'est Cécile Felsenberg. Et qui s'occupe de Guillaume aussi. Qui a des bons flashs en général sur les gens. La preuve. Et voilà. Et après, c'est un directeur de casting qui est devenu producteur de Clapiche, qui s'appelle Bruno Lévy, qui m'a dit un jour, bon allez, arrête de nous faire croire que tu veux être actrice, viens faire ton premier film et vas-y quoi. Donc il a fallu quand même que quelqu'un me dise fais un film pour que j'y croie vraiment. Et j'ai fait un premier film qui s'appelait Les Adoptés, que lui a produit, parce qu'il est passé de directeur de casting à producteur. Et voilà. Et maintenant, je garde les deux. Et c'est vrai que c'est très compliqué, quand on met un pied là-dedans, d'en sortir. C'est très, très addictif d'écrire une histoire, de commencer sur une page blanche, de l'amener jusque là-bas, en passant par toutes les étapes humaines et passionnantes de trouver son équipe, sa famille, les gens qu'on dirige... et être décisionnaire de tout, oui, c'est sûr que... Après, quand on est acteur, par exemple, sur Le Déluge, moi, ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir un rôle aussi fort. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. J'étais hyper contente de me reposer sur un scénario, sur un metteur en scène, et de mettre un costume, de me transformer physiquement. Ça me faisait du bien. J'avais tourné beaucoup en tant que réalisatrice, et j'étais ravie d'être prise en charge et de n'être que là pour donner des idées, de l'émotion et le personnage, mais c'est agréable aussi. Alors d'ailleurs, pour revenir au déluge, je pense que la plupart d'entre nous avons vu, et ici, hier, il y a quelque chose qui me frappe, ça a d'ailleurs été écrit déjà. C'est votre façon, votre jeu, celui de Mélanie qui est beaucoup plus intériorisé d'une certaine façon, et celui de Guillaume qui est un rôle qu'on peut quand même appeler un rôle à transformation, parce que voilà, il y a quelque chose de spectaculaire dans la transformation en Louis XVI qui est la vôtre, et on a l'impression d'une certaine façon que vous incarnez deux façons d'être acteur dans ce film, de façon extrêmement complémentaire pour le coup. Guillaume, comment vous avez reçu ce rôle? J'imagine que dès le départ, vous voyez, en vous regardant dans une glace, vous voyez que vous n'êtes pas Louis XVI. À l'arrivée, vous êtes Louis XVI. Non, je suis sorti du rendez-vous en appelant Cécile, justement. Non, mais c'est quoi en fait l'idée là? Pourquoi ils veulent me chercher moi? Donc je me suis dit, bon, c'est une copro française, ils cherchent un nom en France. Je pense qu'il y avait de ça aussi. Mais je sentais quand même que Gianluca avait très envie de travailler avec moi. Mais c'est vrai que je me voyais pas du tout, parce que j'ai tout de suite regardé des photos de Louis XVI. C'est une blague pour ceux qui n'ont pas compris. Mais non, mais j'ai regardé donc des peintures de Louis XVI pour voir si je m'approchais de lui. En fait, pas du tout.
Donc, moi, j'ai toujours aimé ça dans des films. J'ai toujours aimé me transformer aussi, changer un peu mon apparence. Ça m'a toujours plu de rentrer dans la peau d'un personnage. Et là, en l'occurrence, j'ai eu très très peur au départ, quand on a commencé à faire les essais maquillage, qui étaient tellement énormes, c'est le cas de le dire, que j'avais peur de ne pas pouvoir exprimer les choses sur le visage, quoi. C'est-à-dire que d'être empêché en fait au niveau des expressions. Et donc du coup, j'étais assez méfiant et assez flippé. Et puis voilà, plein de gens autour de moi m'ont rassuré en me disant que non, que ça donnait vraiment quelque chose de très intéressant au personnage et que voilà, il y avait une... Donc voilà, je me suis laissé aller là-dedans et le plus dur pour moi, ça a été d'oublier mon maquillage en fait. Ça a été vraiment de me dire que ça faisait partie de moi et que En même temps, je pense que ça m'a apporté une certaine fixité et un côté figé un peu de ce personnage royal qui est... et je pense que ça m'a sûrement un petit peu aidé aussi quelque part. Mais bon voilà, j'ai essayé de jouer avec, c'était assez étrange, contraignant, parce que c'est 4 heures de maquillage tous les matins, donc je commençais à 4 heures du mat pour faire le prêt à tourner à 8 heures, donc ça faisait des grosses journées, sauf qu'il y avait 1h30 de démaquillage. Donc voilà, mais c'était assez fort, en même temps de rentrer, pour le cas, c'est le cas de le dire, dans la peau de ce personnage. Et d'arriver le matin et de repartir le soir et de le laisser dans la loge maquillage. Et c'était assez fort. Mais c'est un personnage que j'ai trouvé touchant à jouer, en fait. J'ai aimé essayer de raconter ce que j'ai lu des récits de Cléry, de son valet de chambre, sur son incapacité à gérer des émotions, à sa timidité maladive, voilà. Et c'est tout ça qui m'a passionné. Ouais. Et je me suis laissé dire que vous avez même bluffé votre partenaire quand elle vous a découvert en Louis XVI, Mélanie. Oui, j'étais très impressionnée. Puis c'était très étrange parce qu'en plus, je suis même pas sûre que le premier matin, je l'ai vu en Guillaume. Parce que moi, je venais pas à 4 heures. J'avais de moins en moins de maquillage, moi. À la fin, ça a duré 10 minutes. Moi, j'ai vécu l'expérience inverse, c'est-à-dire que j'avais cette perruque où je pouvais même pas aller aux toilettes parce que je passais pas les portes, en fait, avec les plumes et tout ça, et les corsets. Et très vite dans le film, on a commencé à tout enlever, les plumes, la perruque. Donc j'ai même senti un poids en moins parce que c'était lourd et puis ça déséquilibre une perruque de cette taille-là. Donc là, moi, c'était un travail d'effeuillage presque pour arriver à une espèce de... C'était le contraire. C'est-à-dire que moi, j'étais très heureuse que ça dure 5 minutes le matin pour me faire vraiment les pires cernes du monde et enlever le maximum de choses et faire des trous dans le crâne et que les cheveux soient effilés. Il y avait une espèce de point en moins de à quoi on ressemble, quoi. Parce que c'est le genre de film où on ne se regarde pas dans un miroir toute la journée pour savoir si c'est bien. On essaie d'oublier tout. Et du coup, et donc j'ai pas vu Guillaume le matin, je l'ai vu directement en Louis XVI. C'était très impressionnant. Et autant le corps que le visage, c'est-à-dire qu'il y avait un truc dans le faux corps était fou aussi, quoi. Il y avait une silhouette qui était dingue. Et du coup, même pour moi, c'était génial parce que je jouais, je voyais un peu ses yeux, mais j'avais l'impression de jouer avec un autre acteur et une autre personne, quoi. Donc c'était très fascinant. Alors, moi, ce qui me frappe dans le film, au-delà de l'aspect reconstitution, de la ressemblance avec les personnages, c'est que c'est un film que je perçois comme très intime. Pour moi, c'est d'abord un film sur un couple. Et c'est ce qui ressort pour moi de votre jeu à tous les deux. Est-ce que c'est des choses dont on parle entre acteurs ou est-ce que c'est impulsé, infléchi par le réalisateur, ou c'est une espèce de chimie qu'on trouve dès la première prise, comme ça? Je pense que c'est ce qui nous a séduits tous les deux, d'ailleurs, dans le scénario, en fait, parce que des films sur la Révolution, il y en a eu plein,
sur la souffrance du peuple, sur la dureté de cette époque, sur tout ça. Là, il y avait vraiment l'intention de Gianluca de raconter effectivement ce couple. Et je pense que tous les deux, on a, et c'est ce que j'ai trouvé très agréable, mais on a justement ce regard de metteur en scène aussi. Et je pense qu'il y a un esprit critique assez rapide et assez aiguisé, où on a l'habitude de lire des scénarios et de voir là où ça pêche pas. Et c'est vrai que le premier jour, quand on s'est vu, on a parlé rapidement de... Ou je sais plus si on s'était parlé au téléphone avant, je me rappelle plus, mais de certains trucs qui étaient un peu fragiles. Et je me suis rendu compte qu'on était sur la même longueur d'onde, sur les points qui pouvaient être fragiles, ou en tout cas qu'il fallait renforcer, peut-être même nous dans le jeu, et de souligner certaines choses plus que d'autres, en fait. Et ça a été très agréable de voir à quel point on était assez vif là-dessus et aiguisé là-dessus, et où on a pu tous les deux en parler à Gianluca sur certaines séquences en disant, je pense que là on s'éloigne un peu de ce qu'il y a de plus important dans le scénario, de ce qu'on raconte, et notamment je pense à cette scène sur le toit où il y avait quelque chose d'important à faire passer, voilà. Enfin, la scène sur le toit, surtout, le making-of de la scène sur le toit. Et je me disais qu'en la faisant, pour le coup, c'était super pour ce metteur en scène d'avoir deux metteurs en scène qui pouvaient comprendre aussi la technique de comment marche un film. C'est qu'on arrive sur ce toit. Donc, on a une scène où on doit pleurer, on doit se retrouver, on se dit enfin les choses. Enfin, c'est la plus grande scène peut-être qu'on a joué tous les deux. Et quand on arrive là-haut, ils n'avaient pas prévu qu'il y avait un avion qui passait toutes les minutes. Il y avait un aérodrome, en fait. Toutes les minutes 30, il y avait un avion qui coupait la scène, en fait. C'est-à-dire que ça faisait tellement de bruit que... Il y a de la voltige en plus, donc c'était pas... C'était un truc de fou. Et donc, on a joué cette scène qui dure plus d'1 minute 30 avec 2-3 avions dans chaque prise. Donc, on jouait, on s'arrêtait, on se figeait et on repartait là où on s'était arrêté, dans nos larmes, dans notre émotion. Et j'ai vu un homme, parce que moi, j'avais jamais vu ça de ma vie avant. J'ai vu un acteur, homme, qui s'arrêtait comme ça, qui tenait la larme comme ça. Je faisais, non, il va pas me faire ce coup-là quand même. Et bam, et elle redescendait quand il fallait, quoi. Et ça, je l'avais vu. Non, mais je l'avais vu chez des actrices, cette espèce de maîtrise insensée des émotions. J'ai vu des actrices dire à des metteurs en scène, tu veux que ça tombe à quel moment, de quel côté, la larme. Non, mais parce qu'il y a des acteurs qui sont très techniciens, qui n'enlèvent pas du tout le génie et l'émotion et tout ça. Mais il y a des gens qui maîtrisent tellement cette émotion-là, qui sont capables de retenir les choses, de rester ultra concentrés et de relivrer l'émotion là où on s'est arrêté. Et oui, on s'est arrêté 250 fois. C'est-à-dire, c'était fou, quoi. C'était la scène la plus importante à jouer pour nous. Et il y avait cette espèce de balai dans le ciel de bruit qui faisait qu'on ne pouvait pas. Et je me disais, ça, c'est génial quand on a un partenaire sur qui on peut vraiment compter, parce que si on a un partenaire qui pète les plombs, ce qui aurait pu arriver avec beaucoup de gens, il n'y a pas la scène, en fait. Parce qu'il y a plein d'acteurs qui sont capables de dire « Non, mais vous vous foutez de moi, on arrête, on ne va pas jouer avec 150 avions dans l'heure. » Donc ça, c'est surtout le fait aussi qu'on soit metteur en scène, je pense, qui fasse que nous, en tant que metteur en scène, on n'aimerait pas se retrouver dans cette situation avec un acteur qui nous dise bon, il y a des avions, tu nous emmerdes, on arrête. Non, mais on n'a pas bloqué en fait, nous, sur ça. On avait envie de l'aider aussi. Donc, comme on sait comment ça se passe et qu'on peut reprendre après, on avait ce truc de s'arrêter, de se dire ok, t'inquiète pas, on va le faire. Mais c'était un peu surréaliste, ouais, effectivement. Mais pour la petite anecdote par rapport à ce que tu racontes, je sais pas si ça vous intéresse, mais Si. sur mon premier film au cinéma qui s'appelait Barracuda avec Jean Rochefort, j'avais une scène très très dure où j'étais attaché, enfermé dans un... Voilà, il m'a kidnappé et j'étais attaché à une chaîne et je dois courir un moment et je tombe au sol et je me mets à pleurer. Et c'était mon premier film au cinéma, en fait. Et je pleure. Et on fait la deuxième prise et je pleure à nouveau. Et la script vient me voir et me dit « Excuse-moi, est-ce que tu peux faire attention parce que la première prise, t'as pleuré un peu plus de l'œil droit. » Et là, moi, comme je démarrais, je me suis dit
ah ouais, putain, c'est technique. Ah ouais, je pensais pas que c'était aussi dur que ça, quoi. Il faut que je pleure plus. Et donc, j'ai commencé à faire ma 3e prise en pleurant, en essayant de pleurer Ah, c'est pour plus ça. de l'œil droit. Et donc, après, j'ai appris que la script était bidon et complètement folle. Et que plus jamais on m'a demandé de pleurer plus d'un œil que de l'autre. Mais bon, voilà, c'était pour la petite anecdote. Alors, je voudrais qu'on aborde, et cette question finalement de l'investissement de l'acteur est, je pense, une passerelle pour aller vers ça. Ce qui est aussi un de vos points communs, c'est le fait de travailler ou d'avoir travaillé beaucoup avec les anglo-saxons, et en particulier avec les Américains, les États-Uniens, on va dire. Enfin, on va aller même plus au-delà. Hein. Je rappelle simplement, Mélanie, que vous avez joué pour Denis Villeneuve, vous avez joué dans Le Concert. Alors, c'est pas vraiment américain, hein, mais quand même. On est à l'international. Évidemment, il faut qu'on mentionne Inglourious Basterds. On ne peut pas ne pas mentionner ce rôle pour lequel vous avez été acclamé dans le monde entier. Et puis, vous avez également tourné et là-bas en tant que réalisatrice. Guillaume, c'est pareil. Acteur, vous avez dirigé des acteurs là-bas. Vous avez parlé tout à l'heure de La Plage pour Danny Boyle. On pourrait revenir aussi sur l'expérience Blood Ties. Et je pense que tous deux, vous incarnez d'une certaine façon une forme de, je dirais même peut-être d'ambiguïté dans le rapport qu'on peut avoir, nous, Européens, avec les États-Unis. C'est-à-dire une forme de fascination, une volonté d'y être, d'y faire carrière, d'y tourner avec d'autres professionnels. Là-bas, vos homologues. Et puis d'un autre côté, quelque chose qui, finalement, n'est pas totalement vous, d'une certaine façon. Je me souviens, Guillaume, que vous aviez dit, après Blood Ties, que c'était un système qui ne vous convenait pas. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus rapidement ? Moi j'ai très sincèrement jamais voulu faire de carrière aux États-Unis, pour la simple et bonne raison que je connais pas beaucoup d'acteurs qui, enfin en tout cas hommes, je parle hommes, qui ont fait des carrières avec des rôles extrêmement intéressants, à part Vincent Cassel qui arrive à faire des très très beaux films, mais très souvent quand même on est employé pour jouer des méchants ou pour jouer des mecs un peu débiles et c'est vrai que c'est pas forcément les plus beaux rôles en fait. Et moi j'ai la chance d'avoir des super beaux rôles en France, donc j'étais très heureux de faire des films en France. Maintenant, quand j'ai fait cette expérience avec Danny Boyle, j'étais, vous imaginez, hyper heureux. Je pars faire un film avec la star mondiale du moment, qui était Leonardo DiCaprio, dans un des plus beaux pays du monde, avec où on a tourné en Thaïlande. C'était extraordinaire. J'ai vécu une expérience magnifique. Seulement, j'ai vu après tout le système qu'il y avait autour, où je sais que je ne suis pas fait pour ça. Je suis fait pour quelque chose de plus droit, de plus... voilà. Et il faut savoir surfer, en fait, dans ce milieu. Et moi, je suis pas assez patient, ni pour pouvoir faire ça. Mais l'expérience que j'ai eue avec... après, j'ai eu des expériences en tant qu'acteur formidables, avec Jerry Schatzberg notamment, où j'ai tourné dans le Bronx, un film qui s'appelle The Day the Ponies Come Back, que j'ai adoré faire avec des acteurs formidables. J'ai eu une autre expérience avec Masih Tadjedine, avec Keira Knightley, dans un film qui s'appelait Last Night, que j'ai adoré. J'aime beaucoup ce film, avec Eva Mendes et tout ça. C'était un film vraiment très très agréable à faire. Et j'ai beaucoup aimé ça. Mais c'était des films indépendants, qui n'étaient pas dans la folie hollywoodienne que j'avais vécue avec La Plage, où voilà, j'avais vécu des choses assez étranges dans tout le marketing et dans toute la promotion du film, dans laquelle je ne me sentais pas à l'aise, en fait. Ces films-là indépendants, je me sentais vraiment à ma place, dans un mode de fonctionnement un peu normal. Ce que j'ai vécu de plus difficile avec Blood Ties, c'était très différent, c'est que j'ai découvert ce que c'était en tant que metteur en scène,
de venir faire un film indépendant, petit budget, à New York, avec les syndicats, avec tout ça, et où je me suis retrouvé dans des situations surréalistes où, en plein milieu d'une prise de deux acteurs qui sont en train de jouer, tout d'un coup, les lumières s'atteignent, alors qu'ils sont dans une scène d'émotion, tous les deux en train de jouer. Tout d'un coup, boum, clac, la lumière s'arrête. Lunch break. Et là, j'étais pas prêt du tout à ça, en fait. Donc, comme je suis quelqu'un d'assez sanguin, ça n'a pas du tout fonctionné. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui est beaucoup dans le amazing et c'est it's great et tout ça. C'est que s'il y a quelque chose qui me plaît pas, je le dis. Et donc, la confrontation s'est très, très mal passée parce que j'ai découvert tout le système, en fait, que j'aurais dû demander ce qu'on appelle une grace. C'est-à-dire que c'est un truc qu'on a le droit de demander une fois par semaine, où on a le droit de finir la prise. Un petit extra. Si tout d'un coup on dépasse sur le lunch break. Ce qui pour moi me paraît totalement aberrant, en fait, que des techniciens ne veuillent pas attendre la fin de la prise, que deux comédiens sont en larmes en train de jouer dans un café, tous les deux l'un en face de l'autre, et que non, c'est l'heure, clac, on coupe. Ça, j'ai pas réussi du tout. Je pouvais pas parler aux figurants parce que je me prenais des amendes. Tous les jours, à la fin de la semaine, j'avais des amendes monstrueuses parce qu'en fait, un figurant, quand on lui parle, il devient acteur là-bas. Donc en fait, les figurants, des fois, venaient me dire bonjour. J'arrive un matin sur le plateau, je vois un figurant sur une chaise, il me dit « Je peux rester assis là ?» Je dis « Oui, bien sûr. » Il se lève, il appelle le premier son, il dit « Le réalisateur m'a parlé. » Ah ouais. Donc, je me faisais avoir. Donc avec le chef opérateur qui était français aussi, qui touchait des fois au projecteur, il n'avait pas le droit parce que c'est le travail d'un électro. On se prenait des amendes à la fin de la semaine, on avait des amendes énormes. Et donc, bon, voilà, j'ai tellement d'anecdotes à ce sujet. Mais du coup, j'ai eu un petit souci voilà. Donc, j'ai très envie, par contre, de travailler avec des acteurs anglo-saxons parce que c'est extraordinaire. Parce que j'aime beaucoup leur manière d'aborder les rôles, le travail des rôles, la manière dont ils s'impliquent dans leur travail. Et donc ça, j'ai adoré. J'ai rencontré des acteurs extraordinaires comme Clive Owen, comme Billy Crudup, comme James Caan, comme voilà, tous les acteurs formidables avec qui j'ai eu la chance de travailler sur le film. Et ça, j'aimerais beaucoup revivre ça. C'est plutôt le système qu'il y a autour dans lequel je me sens moins à l'aise. Mais bon, voilà. Et vous, Mélanie? C'est une anecdote de 52 minutes. Je pense qu'il est 17h, je suis désolé. C'est une anecdote qui en dit long quand même hein, sur les rapports entre le cinéma européen et le cinéma américain. Vous avez vécu des choses... Mon agent qui est en train de me regarder en disant « Tu avais vraiment besoin de raconter toutes ces conneries. Tu vas plus jamais faire un film là-bas. » C'est pas grave. Mais si on voulait faire un lien avec le déluge, en France, les réalisateurs sont un peu des dieux. Et aux États-Unis, on est des techniciens, sauf quand on est Tarantino. C'est ça qui m'a pas plu. Bien sûr. Non, mais c'est vrai. En France, ça ne viendrait même pas à l'idée de qui que ce soit de venir dans une salle de montage en première semaine et de dire à un metteur en scène « Bon, t'en es où ?» Aux États-Unis, c'est dans le deal des metteurs en scène qu'au bout de tant de semaines, on a le droit de les virer et ils ne reviendront plus jamais toucher leur film. Donc en fait, on n'est déjà pas considérés comme des créateurs, on est considérés comme des techniciens et si jamais ça se passe pas bien, on est remplaçable. Ce qui n'est pas du tout un concept français ou même européen. Donc il y a un vrai choc de culture et de manière de travailler qui, en plus d'être très syndicaliste, il y a quelque chose comme ça où on est très étonné de ne pas avoir notre liberté. Donc moi, l'expérience que j'ai eue, c'était sur un film qui s'appelait Galveston, où moi, j'avais mes anecdotes, c'est je vais voir les acteurs et ces premiers jours de tournage, mon producteur, il est là toute la journée à côté de moi, et je vais les voir et je dis, venez, on enlève tout le texte. Vous avez 7 pages de texte. En fait, ça n'a aucun intérêt de parler, tu vas lui dire merci. C'est tellement mieux, non? Et les deux, ils me font, ah ouais. Voilà. Et j'arrive de derrière et je dis très naïvement au producteur, tu vas voir, ça va être vachement mieux.
Et il s'attend à cette page d'explication, parce que les Américains, ils aiment bien expliquer quand même les choses et de prendre le spectateur par la main. Et tout d'un coup, il regarde et il se passe rien. Et il entend dire Elle Fanning, merci. Et il me regarde et il me fait merci. Pourquoi merci? Je dis tu vas, c'est mieux, non? On dit plus rien. Et moi, je repars hyper contente et tout. Et le seul truc qui m'a sauvée, c'est que les acteurs étaient hyper heureux de travailler comme ça. Sinon, j'aurais été virée dans l'heure, je pense. Et il y avait ce truc aussi. Alors moi, c'était pas le lunch break, c'était le compte à rebours. Ça me rendait ouf. Il me mettait le truc dans la gueule comme ça. Genre, il reste 56, 55, 54, 53. Et donc, tu peux rien faire. De toute façon, ils sont en train de jouer, les gens. Donc ça, ça, c'est beaucoup de pétage de plomb. Et un jour, j'avais un chef-op français aussi, heureusement. Et il y a une magic hour de dingue. La lumière, elle est sublime. On tourne à Savannah. Et c'est la fin de journée. Ce que je n'ai jamais compris de tout le tournage, c'est pourquoi on arrêtait quand la lumière était si belle. Et j'ai les 2 acteurs dans la voiture. Donc c'était Ben Foster et Elle Fanning, qui, eux, adoraient travailler comme ça, parce qu'ils ne travaillaient jamais comme ça. J'avais mon chef-op. Et je vois qu'il y a un micro qui n'est pas encore enlevé dans la voiture. Et on se regarde tous. Et tout le monde est là. Il faut qu'on s'arrête. Et là, je regarde tout le monde et je dis est-ce qu'on peut faire un truc qu'on n'a pas du tout le droit? Est-ce qu'on peut rouler? Vas-y, roule. Et on s'échappe et on a la caméra et on y va, quoi. Et on démarre la voiture, mais comme dans Les Fils de l'Homme, où il faut surtout pas se faire gauler, quoi. Et la voiture démarre tout doucement, et le producteur nous regarde, et tout le monde fait non, vous revenez. Et nous, on est là, on fait vas-y. Et on est parti 3 heures, ce qu'on n'avait pas du tout le droit de faire. Mais comme on avait la caméra et j'avais mes acteurs, on se faisait des petits trucs de lumière, et tout est dans le film. Parce qu'évidemment, c'était des super plans, parce que c'était libre, quoi. Et quand on est revenu, j'avais l'impression qu'on allait se faire engueuler comme des enfants, quoi. Et heureusement, on a les acteurs. Parce que le seul truc qui peut nous arriver, c'est quand les acteurs qui sont les dieux là-bas, beaucoup moins que les réalisateurs, s'ils sont avec nous, alors on peut faire passer plein de choses. Mais oui, c'est des systèmes très, très différents. Et moi, je me suis même battue physiquement, même au montage. Ah oui, physiquement. Ouais. C'est-à-dire qu'il a vraiment voulu changer la fin et je me suis mise comme ça. C'était ridicule. Donc vraiment la question du final cut. J'ai fait vraiment genre, j'ai un petit peu poussé comme ça, j'ai fait non, tu ne toucheras pas à cette scène. C'était ridicule. Mais je voulais pas qu'il rentre dans la salle de montage. Et vous avez gagné. J'ai réussi, ouais. C'était quand même un exploit. C'était ridicule et en même temps j'ai dû faire très peur parce que j'ai dû faire des trucs qui étaient très ridicules mais peur. Voilà. Donc il faut vachement se battre. Là où en France on nous fait quand même confiance mais en même temps on s'éclate. Enfin, moi j'adore aussi me mettre comme ça devant une salle de montage. Mélanie, vos derniers ou prochains films ont été ou vont être montrés sur Netflix pour Voleuse et sur Prime pour Libre. Est-ce que travailler avec pour des plateformes est une façon de rendre les choses plus simples pour vous, de ce point de vue-là? Alors simple, non, c'est pas plus simple en plateforme, c'est même compliqué en termes de liberté, de confiance. Non, ce qui est pas simple encore aujourd'hui, parce que en fait, on en est presque. Enfin, on avance, mais je veux dire, on continue quand même à faire plein de films d'époque avec des budgets de fous et moi, je suis pas sûre qu'on donne ces budgets-là à des femmes encore. Donc moi, si on me donne 14 millions comme pour Voleuse, en me disant fais ton film d'action féminin, qui est quand même beaucoup moins cher que plein d'autres films d'action masculin, moi, si on me les donne pour aller au cinéma, je vais au cinéma. Mais on me les donne en plateforme, en me donnant un budget qui est quand même 2 ou 3 fois moins que certains autres budgets, parce que quand même, je suis une femme et qu'on va quand même faire un film de femme. Donc, je suis encore dans ce truc où quand je demande avec une ambition de faire beaucoup plus, on me le donne pas. Donc, je sais pas, je pense que c'est vraiment en train de changer, vraiment en train d'évoluer, ça c'est sûr, parce que Libre, par exemple, c'est la vie de Bruno Sulac. Il y a 7 ans, je voulais le faire et Jiménez voulait le faire et Marshall voulait le faire. C'était le sujet que ces 2 hommes voulaient faire. Donc moi, il y a 7 ans, quand je disais je veux faire Bruno Sulac, on me disait oui, bien sûr. Et en fait, c'est moi qui l'ai fait au final, parce qu'ils ont fait d'autres films. J'ai eu de la chance. Mais je veux dire, 7 ans plus tard, ça a moins choqué
que face à ces deux monstres du cinéma, en fait, une femme ait envie de traiter cette histoire très masculine. Donc je sais qu'on évolue beaucoup et que ça avance, mais moi je rêve d'un moment d'un scénario sur une table et qu'on dise eh ben, ce film avec que des femmes, on va te donner le même budget. Ça va arriver, hein, mais j'espère que j'aurai encore la patate quand ça arrivera. Et le prochain... Pour le faire. Bravo. Non, mais Juste un petit mot pour le film de Nightingale qu'on attend aussi. Non. Non. Bah, j'ai fait 9 semaines de prépa et il y a eu le Covid et il s'est jamais fait et je suis pas sûre que j'y retournerai du coup. Vous aussi, Guillaume, le moment du Covid ou le post-Covid a été pour vous un moment compliqué. J'ai mis mon micro. Oui, votre carrière au moment du Covid et le post-Covid, il y a eu une vraie difficulté à ce moment-là? Alors moi, au moment du Covid, j'étais en pleine prépa en fait, d'Astérix. On avait déjà beaucoup avancé, on avait fabriqué et construit beaucoup de décors déjà et tout. Et on a dû arrêter tout du jour au lendemain. Donc on avait, je sais pas, une centaine de personnes engagées qui ont dû tout arrêter le vendredi soir. On est tous partis des bureaux et on s'est dit au revoir. Et moi, pendant le Covid, comme c'était un moment quand même d'introspection assez fort, parce que quand on se retrouve en famille, enfermé, je pense que pour certains, pour beaucoup en tout cas, ça permet de se faire un petit point sur soi-même. Hein, Et je me suis levé un matin et j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai marqué lui. J'ai aucune explication à pourquoi j'ai écrit ça et j'ai commencé à écrire des choses. Au départ, je pensais que c'était une pièce de théâtre. J'ai commencé en fait à m'adresser en fait à une partie de moi que j'aimais pas, voilà, à lui, à ce connard comme je l'appelais. Et j'ai écrit ce film qui s'appelle Lui, et j'ai écrit en 3 semaines. Et je devais, au mois de septembre, quand on a repris après le confinement, reprendre la prépa. Et j'ai convaincu mon producteur de l'époque, Alain Attal, de faire ce film. Et donc, en fait, du coup, le confinement a été plutôt... m'a permis, en fait, de faire ce film, ce qui était bien, parce que c'est un film qui n'a pas été beaucoup vu, qui n'a pas beaucoup marché, mais qui est un film que j'aime beaucoup. Et moi qui m'a permis de chasser ce connard, même s'il en reste toujours un petit peu, mais en tout cas, voilà, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé faire et que j'aime beaucoup. Donc voilà, le confinement m'a servi beaucoup et voilà, je trouve qu'au niveau de la création, c'est vrai que c'est pas mal aussi c'est toujours très agréable des fois d'avoir... Enfin, moi, j'ai aimé quelque part. J'ai pas aimé, évidemment, le Covid en lui-même et les ravages qu'il a fait. Mais j'ai aimé que le monde s'arrête un peu, en fait. Que la folie de la rapidité dans laquelle on vive et que ça permette à plein de gens de changer de métier, de changer de vie, de se rendre compte que c'est quand même très agréable de se poser un peu et de pas être dans cette productivité constante. Et j'ai trouvé ça, quelque part, que de même voir la nature se réveiller, de voir certaines choses, de plus voir d'avions dans le ciel, de plus voir... Enfin, il y avait un côté... et je mets bien à part, évidemment, tous les cas de malades et de morts qu'il y a eu et qui a été terrible. Et des gens, même proches, que j'ai perdus, qui ont du Covid. Donc, ça a été une période atroce. Mais en même temps... je sais pas, c'était comme s'il fallait quand même en garder aussi une leçon de tout ça, quoi. Parce que maintenant, on a oublié, on se serre la main, on s'embrasse comme si... mais voilà, je pense que c'est... En tout cas, si on peut se garder ça en tête, je trouvais ça assez sympa, en fait. J'aimerais bien que de temps en temps, il y ait à nouveau des petites pauses comme ça, qu'on puisse faire des breaks, mais sans la maladie, sans le Covid. De se dire comme si c'était un accord international. De se dire que pendant 3 semaines, on arrête tout et on se pose. Ça serait pas mal. Puis ça permet d'écrire des films pendant ce temps-là. 3 films en 3 semaines.
Moi, j'ai envie de relier ce que vous dites là à un autre de vos points communs qui me paraît absolument fondamental, c'est votre engagement à l'égard de la planète. Je dis ça comme ça pour simplifier. En deux mots, Mélanie, on sait que vous avez co-réalisé Demain avec Cyril Dion, qui est un film qui a eu un formidable succès, que vraiment beaucoup de gens ont vu et apprécié, et qui a redonné un peu d'espoir à beaucoup de gens. On sait combien vous avez travaillé sur la question des fonds marins, par exemple. Guillaume, vous, de votre côté, on a vu notamment à travers des rôles dans la fiction que vous avez tenus, qui sont des rôles où, moi, j'avoue vous avoir découvert dans Au nom de la Terre ou dans Acide, qui sont de très beaux films pour moi. On voit vraiment que cet engagement est non seulement ancré en vous, mais qu'il ne fait qu'un avec votre vocation de cinéaste et d'acteur. Comment est-ce que vous voyez les choses maintenant? Est-ce que vous voyez, j'imagine, poursuivre sur cette voie, sur cette veine? Est-ce que vous voyez ça comme quelque chose d'un peu différent ou à côté de la carrière, entre guillemets, de vedette? Quel regard portez-vous sur cet aspect de vos vies? J'y vais, en premier. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec l'idée de, en tant qu'acteur, de défendre des causes ou de me politiser ou de m'engager sur des choses. Je me sens pas à l'aise avec ça, en fait. Pourquoi? Parce que j'ai toujours eu la sensation qu'un acteur, c'était bien de garder aussi une part de mystère et c'est vrai, quand on s'engage en politique ou sur certains thèmes, on peut au bout d'un moment, enfin moi je sais qu'en tant que spectateur ça m'est arrivé d'avoir des acteurs, tout d'un coup j'arrive plus à les voir dans leur rôle parce qu'ils sont tellement empreints de leurs convictions politiques et tout ça, que tout d'un coup j'arrive pas à les voir dans un personnage normal, en fait, enfin normal. Donc du coup je trouve que le cinéma, et on a cette chance dans l'art de pouvoir exprimer des idées, des choses à travers des fictions, à travers des films. Et c'est vrai qu'en l'occurrence, le projet de Au nom de la Terre, moi j'ai grandi dans un milieu rural, j'ai toujours été très proche des paysans, j'ai toujours fait des choses de mon côté sans forcément que ça se sache. Là, c'était l'occasion pour moi, parce qu'il y avait ce support de ce film où on racontait l'histoire de cet homme qui s'est suicidé en buvant des pesticides et tout ce que ça raconte au-delà de ça, dans cet acte de révolution par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde agricole, où je rappelle qu'en France, un agriculteur se suicide par jour. Enfin, le pourcentage est même pratiquement deux agriculteurs par jour. Et il y a 200 fermes qui disparaissent par semaine. Donc en fait, ce sont des chiffres, moi, qui m'alarment. Et c'est vrai que ce sujet, ce film, me permettait d'en parler, en fait. Tout comme Acide, par rapport au réchauffement climatique et aux problèmes environnementaux. Donc voilà, je trouve ça assez formidable d'avoir la chance de pouvoir exprimer des idées à travers des films. Et je pense que pour nos générations à venir, c'est bien qu'inconsciemment, à travers des films, à travers des histoires, ils aient ces exemples qu'aujourd'hui, dans un film, on fume plus une clope et on la jette par terre. On fait 2 mètres et on la met dans un cendrier. Bah, si les acteurs font ça dans les films, bah, peut-être que les jeunes derrière vont pas avoir envie de faire comme dans les films et de jeter la clope par terre. Et voilà, c'est des exemples cons comme ça, mais je me dis que ça peut toujours être intéressant. Et vous, Mélanie, c'est sur la voie documentaire que vous vous êtes aventurée avec grand succès. Oui. Il y a eu plein de choses avant pour en arriver là. Mais alors moi, je pense pas complètement pareil. J'ai l'impression que... comment je vais expliquer ça? Il y a quelque chose de très angoissant à devenir connu du jour au lendemain à cause d'un rôle et d'un film. Il y a quelque chose où, quand on veut faire ce métier, on ne veut pas spécialement devenir connu, on ne veut pas spécialement qu'on vous reconnaisse toujours dans la rue et qu'il y a un truc d'anonymat qui part.
moi, c'était pas ça dont j'avais vraiment envie. Et puis ça arrive, et puis ça nous est arrivé assez tôt, dans un âge assez jeune, de tout d'un coup, il y a un moment où on est dans la rue, et puis il y a un moment où on ne le sera plus jamais de la même manière. Et ça, c'est un peu, entre guillemets, quand c'est pas ça qu'on veut faire spécialement, le revers de la médaille d'être acteur. Et moi, j'ai toujours pensé que très vite, comme il y a cette vie qui change, au lieu de mal la vivre, que ça devienne un outil. Et je pense que dès qu'on a cette chose qui nous arrive, qui a du très bon et du très mauvais, c'est-à-dire de plus jamais être anonyme à plein d'endroits dans le monde, ce qui peut être très vertigineux, alors il faut que ça serve à quelque chose. Parce que si ça ne sert pas à quelque chose, il n'y a que le vertige qui reste. Il n'y a que les films et le fait d'être reconnu pour ces films-là. En revanche, dès que cette reconnaissance, elle sert de plateforme, dès que cette reconnaissance, elle sert de parole qui peut être entendue, de cause qui peut être mise en lumière, alors à ce moment-là, je me dis, bon, bah, ça sert à quelque chose. Donc, moi, je suis allée voir Greenpeace, j'avais 20 ans. On s'est engueulé très fort parce qu'ils m'ont dit que, évidemment, j'allais faire ça et que toutes les actrices faisaient ça et que, évidemment, je ferais que pareil qu'elles. Puis finalement, j'ai été en Amazonie, puis j'ai été dans des forêts primaires, et puis j'ai vu des orang-outans, et puis on a fait des trous dans la terre, on a fait des barrages. Enfin bon. Et donc, je faisais ça, et puis 4 jours après, je retrouvais Tarantino pour Inglourious Basterds au Japon à faire de la promo avec encore de la terre sous les ongles. Donc, c'était complètement improbable d'avoir été à côté de Jakarta et de me retrouver dans un hôtel Hyatt à parler d'un rôle. Mais ça m'a vachement aidée, c'est-à-dire que j'avais l'impression que ça rééquilibrait aussi beaucoup de choses. Parce que, évidemment, que Greenpeace, ils m'ont emmené faire ce voyage parce que je faisais le Tarantino, sinon ils en avaient rien à foutre de moi. Donc, c'était intéressant de commencer, parce que je pense que, comme j'ai commencé ce métier un peu par hasard, je crois que j'ai passé ma vie entière, même encore jusqu'à hier soir en voyant le film, à ne pas me sentir très légitime. Parce que j'ai eu tellement de chance, et j'ai travaillé toute ma vie sans me poser la question de savoir si j'allais pas travailler, ce qui est ultra rare dans ces carrières. Et je crois que je me punis à plein d'endroits. Je crois que je me sens pas légitime à plein d'endroits. Sauf quand je me dis que ça peut servir à autre chose et quelque chose d'un peu plus grand. Et demain, c'est 3 ans, hein, à pas faire de film ni en actrice ni en metteur en scène. Enfin, j'étais metteur en scène sur ce film, mais c'est 3 ans en fait où tout s'arrête pour aller suivre des gens en se disant que si on fait 1000 entrées, on est content. Donc le succès, il nous a complètement dépassés. Mais au final, à 41, quand les gens dans la rue m'arrêtent en me disant j'ai tout lâché, je bossais dans une banque et maintenant j'ai un jardin, c'est ce qui me fait le plus plaisir au monde. Après, vu ce qui se passe dans le monde et vu là où on va, moi, ça me paraît fou que les artistes ne soient pas tous engagés que ce soit en acteur dans les films engagés qui permettent de parler en promo de tous les vrais problèmes. Moi, ça me paraît fou, en fait. C'est comme si on disait à quelqu'un « Et donc, vous, ça vous intéresse, l'humanité ?» Non, ça m'intéresse pas tellement. Enfin, pour moi, l'écologie, c'est même pas l'écologie, en fait. Ça vous intéresse de savoir si on va s'en sortir ou pas ? Non, je m'en fous un peu. Ça me passe un peu au-dessus. En fait, ça concerne tout le monde. Et il n'y a plus de clivage. C'est-à-dire que ça concerne absolument tout le monde dans les pays du monde entier, les catastrophes naturelles. Donc ça me paraît toujours un peu étrange que ce ne soit pas au cœur encore plus des sujets. Je me souviens qu'à Cannes, il y a 3 ans, quand j'étais dans le jury, j'ai fait une crise de larmes en plein jury, parce qu'on était un peu fatigués aussi. Et je disais, il n'y a pas un film qui parle du monde, en fait. De notre monde-là, c'est-à-dire il n'y a pas un film. C'est pour ça que j'ai adoré, moi, Acide. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps et j'ai adoré ce film parce que je le trouvais... Bon, c'était presque un film d'horreur, mais je trouvais ça hyper important qu'on ait un putain de metteur en scène qui fasse un film aussi fort et qui raconte que, en fait, les pluies d'acide, ça va nous arriver à un moment donné. Et de le voir en France, dans des décors français, ça existe, mais je veux dire, on a énormément du mal à l'imaginer à ce niveau-là en France demain.
Donc ça, c'est hyper important de continuer à éveiller les gens et le monde. Et je me suis un peu aussi culpabilisée ces derniers temps de ne pas faire des films plus engagés, par exemple, ce que je vais faire maintenant plus. L'artiste, il est là pour regarder le monde. Et c'est le pont entre une vision artistique et les gens. Et je pense que c'est important régulièrement d'être engagé, de faire des choses et de parler de ce monde-là, et parce que c'est notre responsabilité, en fait. Si on ne fait pas ça, en fait, on ne sert pas à grand-chose. Enfin, si, on divertit. Mais moi, je ne comprends même pas le concept d'avoir, je ne sais pas combien, le truc des followers, machin, là. Je ne comprends même pas le concept d'avoir des plateformes aussi immenses ou des athlètes qui peuvent passer des messages et qui le font pas. Moi, ça me paraît hallucinant. Ça pourrait changer le monde. Il y a des gens qui pourraient changer le monde et qui le font pas. Je crois que c'est particulièrement important qu'on entende cela, notamment à Locarno, effectivement, qui nous permet de vous entendre et de parler de cette partie essentielle, je trouve, de votre travail. Je pense qu'il est temps de vous laisser la parole. J'en profite juste pour dire que les Suisses ont un modèle agricole formidable, donc je les félicite. Parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est un des seuls pays qui ne produit pas à perte, en fait, et qui ont des règles de production, justement, pour que ce qui soit produit soit... Enfin, qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas de surproduction, et donc pas de déchets, de gaspillage. Et c'est un modèle dont je sais beaucoup de pays d'Europe essayent de suivre, ce qui n'est pas facile. Donc, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais vous avez un très bon modèle agricole. Voilà, alors vous avez la parole pour parler de mode de production agricole suisse ou d'autres choses, si vous le souhaitez. N'ayez pas peur de lever la main. Attendez, le micro. Vous amène un micro, madame. D'abord, je voulais dire que c'est très sympa de pouvoir pour de vrai, après avoir vu beaucoup de films avec vous. Et aussi pour Mélanie Laurent, il y avait hier une liste de films, mais ils n'ont pas parlé du lion blanc, que personnellement je trouvais magnifique. Et vous avez abordé la facette intimiste du film dans le contexte historique, mais vous parlez de votre engagement. Est-ce qu'aussi, en interprétant ces rôles, vous avez... penser à sensibiliser pour le statut de prisonnier aussi, par exemple, qui dépasse aussi toutes les limites du film, je ne sais pas. Alors, c'est là où c'est très intéressant. C'est là où il ne faut pas non plus que l'acteur, dès qu'il fait un film, s'engage. Parce que l'engagement, ça prend énormément de temps. C'est-à-dire que demain, par exemple, on a fait 140 villes pour en parler. Et après, demain, c'est des demandes dans le monde entier tous les jours, en fait. Donc l'engagement, il y a un moment donné, quand on choisit de s'engager, par exemple, en tant qu'activiste et de défendre les droits de la planète, par exemple, si à chaque fois que je fais un film, je me dis, bon, maintenant, je vais défendre les prisonniers, maintenant, je vais vraiment me focusser sur les lions. Là, après, ça va dans tous les sens, surtout. Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, là, pour le coup, ma parole, elle n'a plus de sens et plus d'impact du tout. Donc je pense que c'est important que les artistes défendent une cause et la défendent bien, plutôt que toutes les causes et les défendent plus. Donc non, faire des potagers en permaculture dans les prisons, par exemple. Excusez-moi, je pensais quand vous traduisez... Alors, je suis passionnée de films et j'écris de films pas comme un critique, mais comme le public. Et en voyant beaucoup de films, je suis arrivée à une étrange conclusion que je vais diviser avec vous. C'est-à-dire que les films qui m'ont plus passionnée, je vais à des festivals, je vois des films bons, leur façon de raconter, plus encore que le sujet. Et bien sûr, si vous appréciez ça,
Et ça peut être très utile aussi pour faire des films impegnati, comme Mélanie disait. Impegnati, c'est quoi impegnati? Engagé. Engagé. Mais moi, je partage totalement votre avis. Moi, ça m'est arrivé de me retrouver dans des dîners avec des gens qui ne me racontaient pas des choses extrêmement intéressantes, mais avec qui j'ai passé des moments merveilleux. Et je pense que dans la manière dont vous racontez les choses, c'est extrêmement important, en fait. Et je me suis retrouvé extrêmement touché par certains films qui n'avaient pas forcément la forme, une forme cinématographique incroyable, mais dans la manière dont c'était raconté, ça me touchait beaucoup et ça faisait passer l'idée. Et je pense que tout ça tient souvent à la sincérité avec laquelle on fait les choses. Et pour moi, on en revient toujours au même point, c'est que quand on est sincère dans un propos, dans ce qu'on raconte, on arrive à toucher les gens, en fait. Et c'est pour ça que souvent, moi j'avais appris ça avec James Gray, où dès que j'essayais de parler de quelque chose que je connaissais moins, il me disait non, raccroche-toi à ce que tu connais toi, de ce que tu vis toi, de ce que tu ressens toi, de ce qui t'a ému toi, et colle-toi à ça. Ça te permettra de ne pas faire des suppositions sur qu'est-ce que tu peux ressentir quand tu te retrouverais dans cette situation-là. Et en fait, cette sincérité-là et cette honnêteté-là, elle fait que, même si c'est un film à petit budget, qui raconte quelque chose sans beaucoup de forme, on peut être touché par le propos et par le sujet sans que ce soit un très grand film. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais... Si. Good. Bien, écoutez, pour des raisons de temps, on va être obligé d'anecdote de 50 minutes d'en de rester Guillaume. là. Merci beaucoup d'être venu. Je vous remercie vraiment du fond du cœur.